terroristes âgés de 12 à 14 ans accompagnés des femmes qui indiquaient les domiciles à attaquer. Près de 3 semaines après l'attaque de Solhan, le gouvernement apporte plus de précisions sur l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso. Les tueries de Solhan en question, mais aussi le drame du lundi dernier qui a frappé une équipe de la police nationale tombée en embuscade dans le centre-nord. À la date du 23 juin, le bilan s'est alourdi. Les pertes en vie humaine passent de 11 à 13 FDS. Les éclairages du porte-parole du gouvernement à suivre dans ce journal. Et pendant ce temps, les militaires et les policiers radiés suite aux mutineries de 2011 font des pieds et des mains pour apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Ils veulent réintégrer les forces armées nationales. Ce mercredi, ils sont allés plaider leur cause au chef de file de l'opposition politique. 42 km à parcourir à pied pour découvrir davantage la capitale Ouagadougou. Tout est presque fin prêt pour la 3e édition du marathon des échangeurs. À Géorgie-3, les organisateurs sont au palais du Mogonaba. Le directeur général Issoufou Sarr et son équipe sont à la recherche des bénédictions du chef suprême des Mossé. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Près de 3 semaines après le carnage de Solhan, l'exécutif burkinabé prend la parole pour s'expliquer. Désormais, on en sait plus sur l'identité des assaillants. Qui sont-ils? Comment ont-ils perpétré ce massacre? Où en sommes-nous avec les ratissages et la riposte de nos FDS? À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, où Séni Tamboura, ministre de la Communication, a répondu aux questions des journalistes. Abdou Aziz Sari. Près de 3 semaines après l'attaque de Solhan, qui a causé la mort d'une centaine de personnes, on en sait un peu plus sur l'identité des auteurs de cette barbarie. Les assaillants étaient majoritairement des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans, selon le gouvernement. Deux suspects qui avaient été donc appréhendés quelques jours avant l'attaque de Solhan et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Mais l'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces 2 personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjaye Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au GSIM. Concernant l'unité CRS tombée dans une embuscade le 21 juin dernier sur l'axe Foubé-Barstalgo, l'exécutif confirme le chiffre de 11 morts. Un bilan alourdi par la mort de 2 autres soldats tombés sur un engin explosif ce 23 juin dans le centre-nord. Et donc le Conseil des ministres sur ce sujet donc, a longtemps discuté, examiné les informations disponibles et donc réitère ses condoléances, comme l'a déjà affirmé les communiqués du ministre de la Sécurité donc, aux familles éplorées. Et donc, comme il est de coutume aussi, c'est de faire le vœu que les blessés puissent naturellement se rétablir au plus vite. Et puis donc se réarmer moralement, j'allais dire, se réarmer stratégiquement pour regarder les faits, certainement comprendre ce qui n'a pas marché pour que de telles situations ne se répètent plus. Le gouvernement rassure, la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes se poursuit. C'est dans cette dynamique qu'un suspect recherché et qui se révélait être un recruteur et informateur de terroristes a été appréhendé à Boromo par les services de sécurité. Et tous ces faits montrent que la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement le rôle des gouvernants, des forces de défense et de sécurité, mais de la population. Donc vous voyez qu'ici le renseignement a pu faire en sorte qu'on a pu appréhender quelqu'un qui, s'il avait été libre jusque-là, aurait eu le temps peut-être de consulter même des bases à Boromo et pour ensuite nous attaquer. Donc il faut faire attention aux facteurs endogènes de la menace. Elle n'est pas nécessairement une menace qui traverse les frontières au vu aussi de tout le monde, mais c'est une menace qui a pris des tournures endogènes et qu'il faille faire avec. La paix, c'est ce que recherchent les Burkinabés. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté un rapport portant organisation des concertations communales sur les processus de réconciliation nationale. La première concertation sera lancée à Waïguia le 26 juin prochain
par le président du Faso. Le président du Faso, justement, a été maintes fois interpellé sur la situation des forces de défense et de sécurité radiées suite aux mutineries de 2011. Aussi, certains cas ont été pris en charge par le H-Kroun. Un autre groupe, ne se reconnaissant pas dans cette prise en charge, poursuit son combat, celui de réintégrer les forces armées nationales. Dans ce périple, les policiers et gendarmes radiés se sont rendus au chef de file de l'opposition politique, Aïdi Komboyogo. Ils ont présenté l'urgence de la situation sécuritaire qui nécessite qu'ils soutiennent leurs frères d'armes au front. Archimède Boy. Un regroupement de policiers et de gendarmes radiés après la mutinerie de 2011 rencontre le chef de file de l'opposition politique ce mercredi. Il sollicite la médiation d'Edi Komboyogo en vue de leur réintégration au sein des forces de défense et de sécurité. Nous sommes près de 1000 dans la rue. Nous sommes près de 1000. Si on ajoute les 80 et quelques gendarmes qu'on vient de licencier, on va aller à 1000 et quelques qui sont dans la rue, qui sont du moins dans la rue. C'est un gâchis en fait. C'est un gâchis. Aujourd'hui, les gens sont là, ils sont disponibles. Il faut les utiliser. Nous, vraiment, nous voulons que le président, compte tenu de la situation là, qui rappelle tous ces éléments-là pour appuyer l'armée. Voilà, c'est peut-être pas nous qui allons résoudre le problème, mais quand même, ça va être d'un apport considérable. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Ils ont demandé d'être leur porte-parole, porter le message au président du Faso et à qui de droit, afin qu'ils puissent eux aussi apporter leur pierre dans la lutte pour la recherche de la paix. Nous leur avons porté une oreille attentive. Nous les avons félicités pour leur activité purement pacifique depuis et la recherche d'une solution apaisée par la voie du dialogue. Omar Baoro et ses camarades ont par ailleurs déploré la mort de 11 policiers au coup d'une attaque le 22 juin dernier entre Barça Logo et Foubé dans le centre-nord du pays. En Côte d'Ivoire, le verdict est tombé dans le procès Guillaume Soro et une vingtaine de ses proches. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été jugé par contumace pour des charges d'atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Le tribunal l'a reconnu coupable, tout comme ses autres proches. Et c'est la perpétuité qui a été prononcée contre l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et comme on pouvait s'y attendre, Guillaume Soro crie à une justice inféodée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Le point de toutes les réactions avec Roméo Keita. Le verdict du procès ouvert devant la cour d'assises d'Abidjan était attendu. Il est désormais connu. En son audience solennelle tenue ce mercredi 23 juin 2021, la cour a condamné par contumace à la perpétuité Guillaume Soro, le principal mis en cause des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. 3 proches, dont Souleymane Kamagaté d'Issoul Toussoul, son avocate, maître Afoussiata Bambalamine, et son directeur de communication Moussa Touré écopent eux de 20 ans de prison ferme. Ces co-accusés, notamment l'ex-ministre Alain Lobognon, ses frères Rigobert et Simon, ont eux été condamnés à 17 mois de prison ferme. Ils recouvrent ainsi la liberté, le temps de peine étant couvert par la période de la détention préventive. Autre décision importante de la Cour, la dissolution du mouvement politique de l'ex-premier ministre, à savoir le GPS, Génération et Peuple Solidaire, lancé en juillet 2019. Ces décisions sont diversement accueillies par les différentes parties au procès. Alors que les parties civiles saluent un verdict responsable, la défense s'offusque d'une justice aux ordres. On n'est pas surpris. Notre président, le président de la République, avait déjà dit que lui, même n'étant pas juriste, Soro devait prendre la perpétuité. Donc il avait déjà préjugé de ce dossier. Et voilà que toute honte bue, notre justice, c'est vilement l'a suivi. Et puis donc aujourd'hui, c'est le grand victorieux et la défaite, c'est le droit. Voilà. Donc nous allons faire appel de cette décision-là qui est unique, de cette décision qui est exclusive, de cette décision qui est sélective, de cette décision qui est attentatoire et vexatoire aux droits de la défense et de cette décision qui n'honore pas notre pays. Ce verdict est conforme aux faits
aux éléments, aux scellés et aux pièces du dossier. Ce n'est pas des faits imaginaires, le procès n'était pas un procès politique, c'était un procès des faits qui ont été portés devant le tribunal. Et cette décision doit sonner comme, à mon sens, cette décision doit sonner comme un appel à l'endroit de tous ceux qui pensent qu'on peut effectivement se permettre tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un état de droit et chacun doit répondre de ses faits devant les tribunaux. Dans un communiqué, Guillaume Soro fait connaître lui-même sa position. Ce procès aura démontré une fois de plus la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l'exécutif. Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu'il faut se battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l'État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ces institutions. Je ne renoncerai pas à ce combat. Notons que, comme ce fut le cas dans le dossier du Burkina Faso, une bande sonore a incriminé l'ex-chef rebelle ivoirien dans les faits allégués de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État, de complot et de diffusion de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions républicaines. Pour ces faits, le 23 décembre 2019, alors qu'il était à bord d'un avion privé pour regagner Abidjan, Guillaume Soro avait rebroussé chemin. Son avion s'était finalement posé à Accra, au Ghana voisin, avant de prendre finalement le chemin de l'Europe. Retour au Burkina Faso où le Conseil économique et social est en session depuis hier. Durant près d'un mois, les membres de l'institution dirigée par Moïse Napon vont plancher sur la sempiternelle question du foncier au Burkina Faso, un thème d'actualité au regard des chiffres. En 2020, par exemple, plus de 600 conflits ouverts autour du foncier ont été enregistrés au pays. Archimède Boy nous en dit plus. Sur 3300 conflits recensés au niveau du département de la justice, entre 2010 et 2018, 3019 sont liés à la terre, soit 91% des conflits. En 2020, le pays a enregistré 616 conflits ouverts autour du foncier, selon l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Des chiffres jugés inquiétants par le Conseil économique et social. L'institution dirigée par Moïse Napon décide donc de prendre le taureau par les cornes. C'est pourquoi elle consacre sa première session ordinaire de l'année 2021 à la problématique de la gestion actuelle des terres au Burkina Faso. Selon certaines analyses, le problème du foncier apparaît comme une bombe à retardement qu'il faut désamorcer le plus vite possible. C'est pourquoi le Conseil économique et social, conformément à sa mission de promotion d'un dialogue fécond, le Conseil et d'anticipation consacre la présente session au thème suscité. Ce cadre d'échange et de réflexion prospective veut mener des réflexions profondes autour de plusieurs points. La terre comme collectif, comme un bien collectif au service du développement durable. La réduction, voire l'élimination progressive de la spéculation foncière, la réforme du cadre juridique et institutionnel sur le foncier, ainsi que leur diffusion aux besoins dans les langues nationales, l'instauration d'une bonne gouvernance foncière, le renforcement des capacités de gestion foncière des collectivités territoriales. Durant 28 jours de travaux, les membres du Conseil économique et social mettront en commun leurs analyses en vue d'apporter leur expertise à la résolution du problème lancinant du foncier au Burkina Faso. C'est un rendez-vous phare dans le planning annuel de la chaîne au cœur de nos défis. C'est devenu donc la tradition, le marathon des échangeurs acte 3. C'est ce 26 juin cette année, l'événement s'internationalise. Les coureurs vont parcourir 42 km pour découvrir davantage la capitale Ouagadougou. À 3 jours de l'événement, les organisateurs, conduits par le directeur général de BF1, Issoufou Sarré, sont allés prendre les conseils du Mogo Naba Bango. Le point de la visite avec Benjamin Kwame.
Il y a eu une première édition, une deuxième édition, le marathon des échangeurs en prélude à chaque lancement. Il a manifesté son soutien à toute l'équipe d'organisation, le Moro Naba. Pour cette troisième édition, il ne dérobe pas à la règle. C'est tout naturellement avec une grande satisfaction que le chef suprême des Mossé reçoit Issoufou Sarré et le comité d'organisation de cette activité sportive. Symboliquement, le Moro Naba reçoit le Dossa numéro 1, faisant de lui le premier coureur avant de procurer des conseils et bénédictions à la délégation. Sa Majesté a fortement soutenu cette activité, a fortement soutenu ce marathon. Voilà, il s'est personnellement engagé en nous donnant des conseils, en nous accordant des bénédictions pour que le marathon puisse bien se passer. Et également, Sa Majesté met du sien pour mettre des prix pour les vainqueurs de ce marathon. Donc nous sommes venus lui dire que le déroulé de ce marathon en termes de préparatifs se passe très bien, l'informer des préparatifs et également lui donner la date officielle pour que nous puissions continuer de bénéficier de ses bénédictions, de ses conseils et aussi de son accompagnement. Des innovations liées à cette activité. Tout a été mis au pied du chef traditionnel. Il se félicite aussi de l'évolution positive que connaît le marathon qui tend à être international. Tous les coureurs pourront trouver leur compte dans cette activité. La troisième édition du marathon des échangeurs est prévue pour se tenir le 26 de ce mois. Nous sommes à quelques jours et nous sommes à pied d'œuvre pour que cette édition tienne toutes ses promesses. Et les innovations majeures cette année, il y a le fait qu'on est inscrit à l'intérieur du circuit des 42 km, 195, 10 km et 21 km qui constituent le semi-marathon. Donc l'un dans l'autre, les coureurs de tous les niveaux pourront éventuellement trouver leur compte dedans. Les prix pour les différents coureurs de ce circuit-là, c'est essentiellement 1 million pour le marathon, 250 000 pour les 21 km et puis 125 000 pour les 10 km. Ce marathon, au dit du directeur général de BF1, s'inscrit dans la dynamique du slogan de la télévision, celui de pousser les performances des athlètes burkinabés à sortir de leur zone de confort en gagnant plus de lauriers. Une manière d'inscrire le nom du Burkina Faso du bon côté de l'histoire, sportivement parlant. Fin du programme Danida au Burkina Faso. Après 5 années de mise en œuvre, ce fonds danois tire les leçons de ses activités avec un focus sur les organisations de la société civile qui œuvrent dans la thématique des droits humains et la stabilité. Au soir du bilan donc, ce sont 22 organisations de la société civile qui ont été recrutées puis financées à hauteur de 9,7 milliards de francs CFA. Justin Amonto. Le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la stabilité au Burkina Faso. Une véritable préoccupation pour l'ONG Oxfam et ses partenaires. Depuis 2016, 22 organisations de la société civile bénéficient du fonds Danida à travers le projet de renforcement des capacités. Un fonds estimé à plus de 9,5 milliards de francs CFA. Ce 17 juin, les acteurs de ce fonds d'appui sont en atelier bilan et de clôture de ce projet qui, selon eux, est salutaire, malgré la crise sécuritaire et sanitaire. Je voudrais particulièrement, au nom du consortium Oxfam Ibis, Oxfam Intermont, exprimer toute ma gratitude à l'ambassade royale du Danemark pour ces 5 années de confiance et de franche collaboration. Que tous les Burkinabés puissent jouir de leurs droits et prendre part activement à la construction du pays. Selon l'ambassade royale du Danemark, le programme Danida au Burkina Faso se veut un moteur d'appui à la démocratie. Nous sommes en train d'augmenter la qualité de la démocratie dans un partenariat assez proche avec les acteurs qui se trouvent dans la société civile au Burkina Faso. Et sans eux, ce n'est pas possible de faire bouger les choses. Ce qu'on peut retenir après 5 ans de mise en œuvre du programme par Oxfam avec l'appui de Danida, c'est que les organisations de la société civile qui ont bénéficié de cet appui ont davantage développé des compétences pour être des interpellateurs du pouvoir public, être des mobilisateurs des populations
en matière de droits humains et de gouvernance. L'Association des femmes juristes et le Centre pour la qualité du droit et la justice figurent parmi ces organisations de la société civile bénéficiaires du projet. Depuis le début du programme, nous sommes aujourd'hui à près de 400 femmes en moyenne par année que nous prenons en charge en termes d'accès à la justice, en termes de résolution de leurs problèmes. Nous avons pu acquérir la respectabilité du crédit et on a désormais une certaine autorité intellectuelle sur les questions que nous abordons, notamment les questions d'accès à la justice et de sécurité humaine. Cet atelier marque donc la fin du programme d'Anida qui, pendant 5 années, a permis de recruter et de financer 22 organisations de la société civile au Burkina Faso. L'objectif est de préserver le respect des droits humains dans le pays. C'est une rencontre qui regroupe les acteurs publics et privés. Une seule question à l'ordre du jour, comment harmoniser les pratiques en matière d'accompagnement des jeunes bénéficiaires des différents programmes. Et c'est SOS Village d'enfants qui permet ce cadre. À la fin, il est attendu un référentiel de prise en charge des jeunes. Plus de précisions avec Justin Amonto. Les acteurs de SOS Village d'enfants Burkina Faso, en atelier national de contextualisation du guide international de prise en charge des jeunes, ce 17 et 18 juin. En rappel, SOS Village d'enfants Burkina Faso s'occupe de la prise en charge des enfants et des jeunes en difficulté. Il œuvre pour leur insertion professionnelle et sociale. Le constat a été fait qu'on rencontre quelques difficultés et qu'il fallait mettre en place un dispositif d'accompagnement qui puisse répondre aux attentes des jeunes afin qu'ils puissent mieux s'insérer socialement et professionnellement. Et au plan international, la fédération a conçu un guide de prise en charge des jeunes. Nous avons organisé cet atelier pour contextualiser ce guide de prise en charge afin de tenir compte de nos réalités économiques, sociales et culturelles. Cet échange avec les structures étatiques et non étatiques qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfance rentre dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action de recommandation du guide international de prise en charge des jeunes de SOS Village d'enfants. Plus de 1200 visiteurs, une soixantaine de stands animés, une vingtaine de tonnes vendues sans compter les promesses d'enlèvement de semences qui ont été faites. Bilan plutôt fructueux de la deuxième édition des journées promotionnelles des semences améliorées certifiées. Pendant 96 heures, les producteurs semenciers se sont frottés les mains, mais des efforts restent à faire selon les organisateurs de l'événement. Arsène Konditamde. Après le rendez-vous manqué en 2020, le comité d'organisation des journées promotionnelles des semences améliorées certifiées a réussi le pari de la deuxième édition des J-Proussac en 2021. Plus de 1200 visiteurs, une soixantaine de stands animés pour une vingtaine de tonnes vendues et des promesses d'enlèvement d'une cinquantaine de tonnes de semences, le tout en 96 heures. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. 4500 tonnes de maïs, 1000 tonnes de sorgho, 100 tonnes de mil restent encore entre les mains des producteurs qui lancent un appel. Malgré les efforts des partenaires techniques et du ministère également, qui a pu enlever près de 7000 tonnes, mais par rapport à nos engagements, nous avons encore 7000 tonnes. Nous sommes quand même au démarrage de la campagne. Vu le décalage climatique, nous pouvons dire que ces semences sont à disposition. Nous lançons un appel vibrant en tout cas aux autorités parce que compte tenu de la Covid l'année passée, nous n'avons pas pu exporter les semences et cette donne a fait que nos clients aussi de l'extérieur n'étaient pas vraiment au rendez-vous cette année. Et donc les raisons qui ont prévalu à ce que le gouvernement puisse prendre toutes les semences l'année passée, en l'occurrence la sécurité, le système de Covid, existent toujours. Cette année, les prix de certaines semences ont connu une envolée. Le sac de maïs de 100 kg s'est parfois vendu à plus de 22 000 francs CFA. Les semences améliorées certifiées, si elles sont utilisées par la majorité des producteurs, pourraient permettre de booster la production et lutter contre la pauvreté et la faim. Tout le monde est engagé, tout le monde est déterminé pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis que le président du Faso nous a donnés. Ces défis, c'est quoi? C'est faire produire 1 million de tonnes de riz, c'est produire suffisamment pour pouvoir inverser la tendance à l'insécurité alimentaire et surtout faire en sorte que nos agriculteurs deviennent des agriculteurs professionnels qui vont produire
davantage beaucoup et permettre la transformation et la commercialisation. 20 tonnes de semences améliorées ont été offertes au gouvernement par l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina. Cet acte est la concrétisation d'une promesse faite à la dernière journée nationale du paysan tenue à Manga. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Wolonkoto dans la Léraba. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.